demandons la démission de la présidente d'Anticor. Pour la seconde fois, nous le faisons. Nous l'avons déjà fait en interne, donc entre nous, à Anticor. La première fois, c'était à la suite de la fameuse affaire du donateur inconnu, qui a failli quand même coûter l'agrément de l'association nationale, et aussi parce que la présidente avait pris un engagement assez important en tant qu'administratrice dans un média politique, ce qui nous semble absolument incompatible avec l'objet initial d'Anticor. Donc, quelle que soit la cause, hein, c'est pas la cause qu'elle choisit qui nous pose problème, c'est qu'elle en ait choisi une, puisque évidemment l'aspect transpartisan, apolitique et transparent tout simplement d'Anticor est clairement affiché dans les statuts d'Anticor, dans l'objet même. Donc c'est ça qui nous gêne, qui nous a gênés, qui continue d'ailleurs de nous gêner. Nous le faisons aujourd'hui parce que nous avons posé des questions, nous n'avons pas de réponse aux questions que nous avons posées. Et du coup, nous remettons également en cause le fonctionnement même de l'association Anticor. Voilà. Nous sommes tous adhérents Anticor, sauf Claire qui est bénévole, bien au-delà du mot, d'ailleurs. Moi, je suis. Et voilà. Voilà. Et, bon, en tout cas, pour notre groupe du Sud, des Bouches-du-Rhône. Alors, je reviens sur le premier point parce que cette fameuse affaire du donateur inconnu qui a été largement relayée dans la presse, nous avons mis deux exemples d'articles dans notre dossier presse. Il y en a eu 1000 autres, hein. Il suffit de taper sur Internet donateur inconnu Anticor pour voir un petit peu. Et à peu près tous se rejoignent hein, sur les faits. Hein. Les faits lesquels on a rappelé les principaux faits également dans notre dossier presse, mais on est d'accord qu'il y a 1000 autres choses. C'est une affaire un peu complexe hein, sur cette question-là, mais nous, ça nous a interpellés en tant que groupe local Anticor GL13, ça nous a interpellés parce que tout d'un coup, on découvrait que le CA n'était pas au courant qu'il y avait des donateurs à des montants assez faramineux quand même. Bon, voilà. Donc, on a été un petit peu déstabilisés et on a écrit à la présidente notre fameuse lettre à Élise. C'était quand même joliment nommé, hein, malgré tout, mais ça a été très très mal pris. À partir du moment où cette lettre est arrivée au CA, nous avons été écartés, purement et simplement. Tous nos dossiers nous ont été retirés, et quels dossiers ont été montés, entièrement rédigés par nous, essentiellement argumentés par nos deux avocats solidement. Tout nous a été retiré, nous n'avons plus fait partie, de fait, j'ai envie de dire, de l'association Anticor. On a été convoqués 2 fois à des réunions publiques, et c'est tout. Alors que nous avons été la partie vive du GL13. C'est nous qui avons animé le groupe, littéralement. On n'était pas les seuls, on avait des bénévoles, il y a des gens qui sont venus avec nous, bien sûr. Bon, enfin, qui a fait marcher avec très grande régularité le GL13, c'était nous, hein, vraiment. Avec ce que ça veut dire de contact avec la presse, avec le procureur, avec la CRC, hein, la Cour régionale des comptes, etc. Voilà, c'est nous là. Donc, cette affaire nous a vraiment ébranlé humainement, hein, parce que l'objet d'Anticor, nous, on y tient beaucoup. Hein, c'est cette lutte citoyenne contre la corruption de la vie politique. Nous, on y tient. Hein, c'est pas ça qu'on remet en cause, bien au contraire. Mais c'est vraiment un fonctionnement qui, du coup, utilise les mêmes armes que nous, avec lesquelles nous luttons, nous. C'est pas possible d'entendre. Écoutez, moi je ne vais même pas en parler de ça, je vais laisser Françoise tout à l'heure en parler parce qu'elle a des choses en tant qu'ancienne administratrice de l'association à rappeler, également évidemment Marcel Cloud. En tous les cas, lorsqu'on a connu le nom de donateur élu dans la presse, les éléments d'information sur cette personne, on parlait quand même d'optimisation fiscale. Vous savez ce que ça veut dire, hein, l'optimisation fiscale, c'est quoi? Bah, c'est l'évasion fiscale, hein, c'est les paradis fiscaux hein, quand même. Tout ce qui constitue la lutte Anticor quand même. Je ne sais pas si vous voyez, mais enfin, on a été quand même assez effarés. Donc cette affaire-là, ça nous a vraiment fortement déstabilisés, on l'a dit, et on a respecté à toutes les étapes le fonctionnement interne de l'association posé dans les statuts. On a été jusqu'à répondre à une sollicitation du comité éthique, c'est-à-dire individuellement, on a été reçus. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une forme quand même d'humiliation hein, pour nous. Hein. Vous avez vu, là, on a pas 20 ans, on n'est pas des petits jeunes, on a tous des carrières derrière nous. Hein. On a été convoqués un par un devant des gens que vous ne connaissez pas, mais enfin bon, on avait été avertis.
voilà, etc. On a absolument respecté toutes ces étapes, toutes. On n'a jamais rien dit à l'extérieur jusqu'à aujourd'hui. Mais là, comme on s'est retrouvé face à un mur, on est totalement ignoré, hein, je vous l'ai dit, on n'a plus de mails, plus de contacts, plus rien, et on s'est dit non. Nous, on n'a pas fait tout ce travail, un engagement personnel, souvent très très lourd, hein, comme vous le savez, hein, tous ceux qui sont engagés. Et ben voilà, non, nous, on veut dire aujourd'hui qu'Anticorps n'est pas ce qu'elle dit être, et qu'il faut absolument que ça change. Si l'objet est aussi important dans la vie citoyenne aujourd'hui, parce qu'en plus on est dans un département, je ne vais pas vous faire la leçon, vous le savez, hein, où on est dans les Bouches-du-Rhône, il y a une corruption publique importante. Vous avez vu les dernières affaires, hein, voilà. Donc, et encore, c'était des grosses affaires, évidemment. Donc il faut qu'effectivement il y ait une sorte de moralisation de la vie publique. Anticorps aurait pu jouer ce rôle-là, mais il ne l'a visiblement pas fait. Donc vous trouverez dans notre dossier de presse à la fois des éléments de chronologie et des arguments pour lesquels on espère auxquels vous serez évidemment sensibles. Sur le second point, donc, qui concerne l'organisation interne, donc nous sommes écartés, nous avons sorti quelques grosses affaires. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Alors, quand on s'est adressé à la présidente, elle nous a accusé d'avoir tenté un putsch. Le mot est écrit par elle, c'est pas moi qui l'invente, le mot est écrit par elle, sans jamais nous préciser la nature de ce putsch, les effets de ce putsch. Voilà, on a été des putschistes. Alors bon, je suis assez contente que 65 ans qu'on me dise que je suis putschiste, mais bon, j'avoue que j'aurais préféré qu'on dise autre chose. Voilà, donc sans arrêt, on a été l'objet d'accusations, d'allégations, sans preuve, voilà, comme ça. Donc là on a le sentiment que le simple adhérent, ce que nous revendiquons être, hein, au passage, il n'y a rien de plus, mais le simple adhérent n'a pas la possibilité de participer réellement à la vie de l'association. Et ça, quand même, c'est grave. C'est grave pour une association qui se dit transparente et démocrate. Voilà. Donc, ni démocratie, ni démocrate, Anticorps ne veut pas entendre autre chose qu'elle-même. Voilà. En tous les cas, elle-même, même pas le CA, le bureau, hein, ce qui est quand même encore plus restreint, si vous voulez. La fameuse lettre à Élise, on a été 10 à la co-signer, hein, c'est pas une ou deux personnes, c'est quand même 10 personnes, et on a aussi le sentiment qu'Anticorps n'a pas envie d'avoir les petits dossiers locaux. Ce qui l'intéresse, c'est la mise en lumière là-haut, des attaques de ministres, etc. Mais nos dossiers à nous, nos petits maires, entre guillemets, hein, parce que après, en matière de corruption, il n'y a pas de petits dossiers, il y a des dossiers, c'est tout. Hein. Et bien voilà, nous on a un peu l'impression qu'on n'a pas assez, vous voyez, mis en valeur la tête nationale pour faire briller Anticorps. Voilà. Ben nous, ce qui nous intéresse, c'est nos petits dossiers. Et on compte bien le reprendre d'ailleurs avec l'association Éthique-Pol. Alors, je ne vais pas parler à la place de Marcel Claude ou de Françoise, qui diront également leur expérience en la matière, mais nous sommes en contact avec d'autres référents qui rencontrent des problèmes similaires. Ce qui nous arrive arrivera à d'autres groupes, hein, on en est persuadé. Hein. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé. Voyez, on peut prendre les 3 temps indicatifs sur cette question-là. Donc, je vous parle quand même un mot d'Éthique-Pol. Donc, on a décidé, parce que nous sommes un peu à la fois des acharnés et surtout des convaincus, qu'il faut dénoncer les actes délictueux dans les collectivités avec l'argent public, etc. Il faut le faire. Nous, on est des citoyens engagés là-dedans, engagés pleinement là-dedans, et on n'a pas l'intention de s'arrêter. Voilà. Donc on va continuer avec Éthique-Pol. On a même d'autres idées d'organisation nationale, on verra par la suite ce que ça peut donner, mais notre association entend bien justement reprendre ces dossiers, solliciter les citoyens, ne pas laisser faire. C'est pas parce qu'un maire est élu ou un président de région est élu et il est élu, il a fait des bonnes choses quand même, donc il peut faire un peu pour lui. C'est pas acceptable. Ça, il faut que les citoyens le comprennent, il faut qu'on leur dise. Il faut qu'on dise à tous les élus d'opposition qu'il y a des moyens de se défendre, de faire savoir les choses. C'est ça qui nous intéresse de faire. Voilà. Donc un engagement citoyen au-delà de tous les partis politiques. Et si vous nous connaissez un petit peu, vous savez qu'il y a absolument toutes les tendances politiques françaises représentées dans notre groupe. Sans aucun problème, sincèrement.
Voilà, donc nous on pense que c'est possible. Nous on le fait en tout cas, ça fait au moins 3 ans qu'on le fait, cette réunion d'opinions diverses qu'on arrive complètement dépasser pour travailler sur ces dossiers avec cette unique envie de moraliser cette vie publique. Et je voudrais, avant de passer la parole à Françoise Verchel, de vous présenter en quelques mots, vous dire 2-3 choses. La première, c'est de vous donner mon âge. J'ai 76 ans. Ça veut dire que je fais partie de cette génération qui a un avenir largement derrière elle. Et donc, si depuis la création de cette noble ambition qui s'appelle Anticorps par Eric Alphen et Cédric Tessier, je les suis depuis le début. Et je trouve que Anticorps est une belle idée, et nous l'avons écrit, et que cette idée de dire regardons ce qui se passe autour de nous, regardons cette abstention qui ne cesse de progresser et qui profite à qui? Qui profite au mouvement que je vais qualifier de populiste, d'une part, et d'autre part, profite à la corruption, s'appuie essentiellement sur la corruption. La corruption engendre l'abstention et qui amène ces gens-là, qui fait de forts taux d'abstention à être élus. Donc, si vous préférez, notre conviction, c'est que ce combat, il faut le mener contre la corruption et pour l'éthique, parce que les élus d'opposition ne font pas suffisamment leur travail. C'est un peu le sens de notre association. D'ailleurs, vous avez noté, elle s'appelle Éthique Paul, nous avons mis en avant l'éthique. André en parlera peut-être tout à l'heure, parce que c'est extrêmement important. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus en ce qui me concerne, mais je voudrais dire quelques mots pour vous parler de Françoise Verchel, parce que vous ne la connaissez pas tous. Elle nous fait l'amitié de venir depuis Nantes pour nous donner sa vision du fonctionnement de notre association. Françoise n'est pas une personne ordinaire. Je l'ai connue il y a plus de 25 ans. À l'époque, j'étais sous-préfet à Nantes et j'étais le directeur de cabinet du préfet, alors qu'elle était maire de Moulinet. Et je crois que je ne sais pas si tu étais vice-président du conseil départemental à l'époque. En tout cas, tu l'es devenue. Et Françoise est une de ces rares élus qui s'est engagée dans un combat. D'abord, quand elle est devenue présidente, je crois que tu as quitté tes fonctions de maire. Donc déjà, c'est pas courant. Ensuite, elle s'est lancée dans le combat que vous connaissez, Notre-Dame-des-Landes. 25 ans de sa vie, où elle a sacrifié beaucoup de choses, beaucoup de temps. En notre association, Anticorps, parce que nous sommes aussi membres d'Anticorps, l'a reconnu comme étant prix éthique national, donc ce qui n'est pas une distinction que l'on donne à n'importe qui. Donc voilà le combat de Françoise. Aujourd'hui, elle était co-référente, elle a été démise de ses fonctions de co-référente, et j'avais appelé à l'époque la présidente pour lui dire que ça ne me semblait pas une décision heureuse. Il y avait d'autres façons de procéder, et j'ai eu à l'époque cette réponse que j'avais trouvée stupéfiante, et je vous la livre, indépendamment de toutes les critiques qu'on peut avoir à faire, c'est que Françoise apparaissait comme quelqu'un qui brillait trop dans la lumière. Voilà, une phrase que j'ai entendue. Françoise, si tu veux bien nous faire part de la lumière. Merci beaucoup. Alors d'abord, merci de m'accueillir ici et de m'avoir invité. C'était effectivement un honneur que vous me faites, et je vais essayer de, non pas de vous raconter toute ma vie, mais de vous dire à quel point cette expérience avec Anticorps a été ma dernière désillusion en termes politiques, au sens politique général et intérêt pour la chose publique. La création de votre association, Éthique Paul, prouve à l'évidence que les dysfonctionnements que nous avions repérés, 10 administrateurs sur 21 à l'époque, nous étions 10 sur 21 administrateurs d'Anticorps à avoir pointé des dysfonctionnements. Moi, on est venu me chercher. Je ne suis pas entrée à Anticorps pour faire une carrière. Ma carrière était aussi un peu derrière moi et j'étais assez épuisée par cette longue vie politique pour ne pas avoir spécialement envie ni de briller, ni de prendre la place de présidente. On vient me chercher et je me suis engagée comme je me suis toujours engagée, c'est-à-dire à fond. Et en lisant, en regardant et en disant « Ah tiens, là, il me semble qu'il y a un petit problème. Ah, c'est une erreur. C'est un défaut que j'ai depuis ma naissance probablement et dont j'ai compris que c'était évidemment pas utile à Anticorps. » Donc nous étions 10 sur 21 administrateurs en 2020 à avoir pointé un certain nombre de dysfonctionnements. Je vais vous les lister très vite parce que, en fait, c'est le dysfonctionnement caractéristique des gens auxquels le pouvoir monte à la tête.
refuser donc aux administrateurs l'accès aux donateurs importants. Pas, évidemment, aucun d'entre nous ne voulait avoir la liste des donateurs, mais personnellement, je n'ai aucun ami qui puisse donner 5 000 ou 7 000 euros par mois à une association de lutte contre la corruption. Donc quand on m'a annoncé qu'il y avait un donateur qui faisait ça, j'ai levé la main en disant qui est-ce ? Je suis administratrice, donc pénalement responsable d'une association, donc je demande. Et là, omerta, il n'y a pas d'autre mot, omerta. Bon. Refuser, un autre dysfonctionnement, le refus de la direction d'Anticor de nous permettre à nous, les 10 administrateurs, d'expliquer aux référents nationaux ce qui se passait après la démission de Jean-Christophe Picard. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais nous, on voulait expliquer et on voulait qu'il y ait un débat. On nous a refusé de mettre à l'ordre du jour de la fameuse AG de 2020 qui s'est passée, vous savez, en plein coronavirus, c'est-à-dire entièrement dématérialisée, sans explication, avec vote de manière assez folklorique. Bon. On nous a refusé de mettre des questions à l'ordre du jour alors que c'était statutairement possible. On nous a refusé de faire une véritable campagne alors qu'on était obligé de faire une liste. On nous a refusé notre bulletin, la présentation de notre texte de candidat. C'est ce que n'importe quel élu local ferait. S'il faisait ça, il serait considéré comme un potentat ou comme un dictateur. Que ce soit Anticor qui fasse ça, j'avoue que les bras m'en sont tombés. Mais évidemment, généralement, quand on est face à cela, eh bien, on se révolte un peu. Alors, on a eu aussi un dernier refus, c'était le refus de répondre. Nous avons fait une sommation interpellative, c'est-à-dire pour arrêter l'AG de juin 2020 en disant il n'y a aucune urgence à la faire, on va la faire quand tout le monde sera calmé, qu'on pourra se voir, qu'on pourra se discuter, etc. Refus. Mais la cerise sur le gâteau que je n'avais pas prévue, parce que j'avoue que j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie politique, mais celle-là, je ne l'avais pas encore vécue en direct, c'est le lancement de procédures disciplinaires pour nous faire taire, puis pour nous exclure. Alors là, c'était quand même assez improbable de mon point de vue, parce que je n'ai fait comme les 10 autres, comme les 9 autres administrateurs, nous n'avons fait que lancer une alerte interne. C'est-à-dire nous avons fait ce que Anticor demande à tout le monde de faire, lancer en interne des alertes lorsque ça ne va pas bien, lorsqu'il y a des dysfonctionnements. Et exactement comme les lanceurs d'alerte dans toutes les entreprises lorsqu'ils font l'alerte, eh bien nous avons été sanctionnés. Ce qui est proprement stupéfiant de la part d'une association qui justement prétend soutenir les lanceurs d'alerte, prétend à la transparence, prétend à la démocratie interne, etc. Ça, c'est tout de même, c'était la goutte de trop. Donc, comme nous sommes les uns et les autres, nous étions assez mécontents, nous avons demandé à la justice de dire le droit. Parce que, a priori, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, nous avons effectivement déposé une procédure devant la justice pour annulation de la fameuse Assemblée Générale de 2020. Et alors là, les sanctions qui commençaient doucement par une suspension du poste de référent, là ensuite c'est tombé par des exclusions. Enfin, Marcel en parlera parce que lui il a été franchement exclu. Alors moi j'évite ce genre d'humiliation à mon âge. Je pense que j'ai passé l'âge de l'humiliation, surtout quand on vient me chercher pour participer à une action que je trouvais tout à fait noble. Hein. Donc j'ai démissionné juste avant la fin de ma cotisation. Ce qui fait que je n'ai pas renouvelé ma cotisation, mais j'ai même démissionné juste avant, de manière à dire que ça n'allait plus. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que nous avons vécu. Donc moi, ce que je constate, c'est que finalement, vous avez vécu la même chose ici, que d'autres en Alsace, Marcel en parlera peut-être, vivent la même chose, que d'autres ici ou là. C'est-à-dire que visiblement, le fonctionnement de cette association n'a rien à voir avec l'image qu'elle prétend donner. Et je crois, hélas, que ça continue un petit peu, puisque je viens de regarder, puisque c'est ce week-end que Anticor valide ses nouveaux statuts, ce qui est très bien, et c'est bien d'avoir des nouveaux statuts, parce que nous faisons partie de ceux qui avions tiré la sonnette d'alarme en disant il y a un certain nombre de problèmes dans les statuts.
Moi, je lis de manière basique absolument tout, et donc j'avais vu qu'il y avait des tas de choses, des contradictions, des choses bizarres, etc. Donc on avait demandé une modification des statuts. Elle arrive, c'est fort bien, mais je veux vous en parler de cette modification parce qu'un certain nombre d'entre vous vont voter ce week-end, probablement. Alors moi, je regarde rapidement, parce que je n'ai pas fait tout le travail d'analyse ligne à ligne, mais quand même, je constate quelques avancées. Par exemple, il est précisé dans les prochains statuts que le non-paiement de la cotisation entraîne l'exclusion. C'est écrit, alors que Marcel en parlera, nous avons vécu tout à fait autre chose. Mais je découvre, sans que ce soit bien expliqué aux adhérents, que est introduit un nouvel article, la révocation du conseil d'administration sans motif. C'est-à-dire, c'est ce que nous avons subi au printemps 2020. Vous savez que nous étions élus pour 3 ans. Et lorsque on a commencé à demander des comptes, pourquoi est-ce que Jean-Christophe Picard s'en va, pourquoi est-ce que ceci, pourquoi est-ce que cela, qui est le donateur, alors là, la réponse est tombée très vite. Révocation de la totalité du conseil et nouvelle élection en pleine pandémie, c'est-à-dire sans informer les adhérents du conflit qui existait. Alors moi, je constate que la révocation du CA sans motif est introduite maintenant dans la révision des statuts, c'est-à-dire que le bureau d'anticorps veut faire une régularisation a posteriori de ce qu'ils nous ont fait, et qui est une des causes pour lesquelles nous demandons l'annulation de la G de 2020. Je vois aussi un article beaucoup plus gênant pour nous qui avons vécu ça. C'est l'article 12.10, alors qui sera peut-être voté ou pas voté, mais qui propose que les dirigeants de droit de l'association, c'est-à-dire les membres bureau CA, j'imagine, peut-être référents aussi, ça n'est pas très clair, puissent toucher une rémunération si leur activité associative entraîne une baisse de leur activité professionnelle. Alors, il y a une lumière qui s'est allumée dans mon cerveau et je me suis souvenu d'un CA pendant lequel Elise Van Beneden nous a demandé, à nous, CA, si on ne pouvait pas envisager une convention avec Elise Van Beneden, avocate, parce qu'elle passait beaucoup de temps en tant qu'Elise Van Beneden, secrétaire bénévole de l'association. Alors là, bon, ça en est resté là, parce que tout le monde a dit, enfin, tu n'y penses pas, ça s'appelle un conflit d'intérêts. Hein, c'est précisément ce contre quoi nous nous battons. Bon, mais je vois que c'est suggéré en 12.10 des nouveaux statuts. Voilà, donc, et je note aussi, parce que c'est une pratique peu démocratique de mon point de vue, qu'un adhérent qui voudrait vraiment comprendre ce qu'il y a dans la modification des statuts, il faut qu'il fasse le parallèle entre les anciens statuts et les nouveaux statuts. Ça n'est pas fait. Hein. Moi, j'ai regardé très vite, il y a des modifications qui ne sont pas en gras. On attire l'attention des électeurs, des adhérents d'Anticorps, sur 2 points. La révocation, les dirigeants de droit et la rémunération, et puis une autre chose. Mais le reste, ça passe, ça a été validé par le CA, après une discussion probablement extrêmement démocratique, hein, je n'en doute pas un instant. Mais voilà, moi, j'ai été élue pendant de très nombreuses années, beaucoup trop probablement, mais en tout cas dans une commune où on pratiquait une véritable démocratie, et notamment une démocratie interne. Dans le conseil municipal que j'ai eu l'honneur de diriger longtemps, il n'y avait pas le maire et les adjoints d'un côté qui décidaient, et puis les conseillers municipaux qui, une fois par mois, levaient la main. Tous les conseillers de la majorité municipale étaient présents chaque semaine au bureau municipal. C'est-à-dire que toutes les affaires étaient connues de la totalité de la majorité municipale. Moi, je ne peux pas entériner des fonctionnements qui sont de ce type-là, alors que par ailleurs, on revendique d'être le chevalier blanc, d'être le vertueux. Et je voulais juste vous rappeler, j'ai regardé les propositions pour la présidentielle de 2022, je vois libérer les contre-pouvoirs, protéger les lanceurs d'alerte qui révèlent des pratiques contraires à l'intérêt général, sanctionner fermement les procédures bâillons. Qu'est-ce que c'est qu'une révocation sans explication? Qu'est-ce que c'est qu'une mise à l'écart des référents? Qu'est-ce que c'est qu'une mise à l'écart de l'association pendant plusieurs années, pour certains qui ont été sanctionnés?
à part une procédure Bayon. Donc Anticor, hélas, vraiment je le regrette, Anticor dit ce qu'il faut faire et fait l'inverse en interne. Et Anticor joue sur du billard, car Anticor a gagné une image de chevalier blanc au niveau national. Et nous en étions parfaitement contents qu'il y ait une image nationale, une stature nationale, en se disant ça peut jouer dans la lutte contre la corruption. Mais il faut tout de même mettre en pratique ce que l'on dit. Hein. On ne peut pas être fait ce que je dis, mais faire autre chose soi-même. Donc voilà, moi j'ai été extrêmement touchée par ces représailles, par cette mise à l'écart, par ces mensonges, car il y a du mensonge aussi. Hein. Dire qu'on ne connaît pas le donateur alors qu'on le connaît. Dire qu'on fait une petite enquête sur le donateur quand il y a un gros donateur. Ça a été dit devant la commission parlementaire. On regarde qui est le donateur. Moi, il m'aura fallu attendre 6 mois, c'est-à-dire l'enquête de quelqu'un d'autre, Maxime Renaï, journaliste, pour savoir que le donateur avait de l'argent dans les paradis fiscaux. Et lorsque j'ai demandé si c'était normal qu'Anticor accepte cet argent, vous savez ce qu'on m'a répondu? C'est extraordinaire, ça s'appelle du jésuitisme. Les plus jeunes ne savent plus que ça peut-être, mais quand même. C'est dire, Élise a dit ça, elle a dit, notre plaidoyer, c'est-à-dire notre refus de l'optimisation fiscale et des paradis fiscaux, s'adresse au gouvernement et pas aux particuliers. Alors là, franchement, c'est tout de même stupéfiant. Ça veut dire que vous pouvez accepter de l'argent, pas très très joli quand même, puisque ça n'a pas été interdit, l'optimisation fiscale, les paradis fiscaux, etc. Mais en même temps, vous faites partie de la plateforme contre les paradis fiscaux. Ce grand écart, c'est pas possible. Éthiquement, ça n'est pas possible. Donc moi, je n'ai pas pu rester dans cette association. Et là encore, je terminerai là-dessus, après je répondrai volontiers à toutes vos questions. Je crois vraiment que nous voulions vraiment l'intérêt d'Anticor. Et nous avons été accusés de faire capoter l'éventuel renouvellement de l'agrément. Mais en réalité, le non-renouvellement de l'agrément, s'il a été si difficile à obtenir, c'est bien à cause des pratiques internes d'Anticor et pas à cause de ce que nous, en interne, nous avions essayé précisément de modifier. J'ai un nombre d'écrits incroyable où nous disons noir sur blanc, nous vous mettons en garde parce que nous allons être attaqués en tant qu'Anticor, parce que Anticor gêne, parce qu'Anticor peut être une association à abattre. Il faut donc être irréprochable. Et par un paradoxe stupéfiant, Élise Van Beneden et un certain nombre d'autres membres du bureau, mais c'est la présidente qui est responsable dans une association, ont retourné cette mise en garde que nous faisions alors que nous étions des adhérents vraiment loyaux, que nous avons tout dit en interne. Nous avons essayé en interne de faire changer les choses. Beaucoup de membres des partis politiques savent ce que c'est, hein, essayer de faire changer en interne, puis finalement, on s'aperçoit que ça ne marche pas trop. Et donc, le retournement a été stupéfiant, puisque Anticor a joué sur quelque chose qui marche, la victimisation. C'est-à-dire qu'elle s'est présentée comme la victime, innocente et blanche, d'un méchant gouvernement qui voulait lui refuser le renouvellement de l'agrément. Et nous avons été, nous, alors que nous étions les lanceurs d'alerte internes, nous nous sommes transformés en bouc émissaire. Et je peux vous dire que la purge a été sévère. Marcel en parlera aussi bien que moi. Voilà, je répondrai après à toutes vos questions si vous voulez. En tout cas, moi, je vous félicite de faire une nouvelle association parce que je pense d'ailleurs qu'aucun monopole n'est bon. Et que Anticor, finalement, ayant le monopole de la vertu, hélas, dérive un peu. Donc il est très, très utile. Et je pense que nous aurons à travailler ensemble, puisqu'il y a une autre association au moins ici présente dont je fais partie. Mais en tout cas, j'espère que nous aurons l'occasion de travailler ensemble dans vos prochains combats, parce que, hélas, la corruption ne pèse pas beaucoup. Je vais
passer le micro à Marcel Claude, mais je voudrais quand même vous faire observer que dans le calendrier, nous faisons cette réunion aujourd'hui, mais que tant qu'Anticor n'a pas eu l'agrément, nous nous sommes battus pour que l'association obtienne cet agrément. Nous n'avons jamais fait la moindre déclaration publique délibérée pour ne pas contrarier la délivrance de cet agrément. Et je vais même vous dire mieux, et nous l'avons fait publiquement, nous avons félicité la présidente publiquement d'avoir réussi à obtenir cet agrément qui était indispensable à la survie de l'association. Car je vous l'ai dit, cette association, c'est une belle idée qu'il ne faut pas cacher, qu'il ne faut pas casser. Hein. Et là, nous avons fait notre travail aujourd'hui. Trop, c'est trop. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous en sommes à vous dire ce que nous disons. Marcel, tu as la parole. Bonjour à tous. Donc, Marcel Claude, je suis ex-adhérent, ex-administrateur, ex-référent. Donc en clair, j'ai été viré, voilà, tout simplement. Ils m'ont viré pendant que j'étais en arrêt maladie. Donc ce qui est quand même énorme pour une association comme ça, c'est vraiment de purger les gens et de profiter. Donc ça a été ça en permanence. Alors depuis, on s'est aperçu, donc on a lancé un procès pour déjà sauver notre honneur, tout simplement. Et bon, on s'est dit, bon, c'est pas possible, on a des lanceurs d'alerte, etc. Ils nous disaient, moi j'ai pas confiance, je ne redonne pas le dossier. Donc on a été obligé, comme ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est de créer une association. Donc on a monté une association qui s'appelle AC. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, j'ai mis une barre, voilà. Et pour la seule raison, c'est que les assos, on est là aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est qu'on n'a pas le monopole. Je veux dire qu'en fait, même s'il y a 7, 8, 10 associations qui travaillent dans le bon sens, mais on peut fédérer, on peut être ensemble. Où il y a le problème? Bon, maintenant, comme disait, je suis un peu plus jeune que lui quand même, hein. Il a 76 ans, moi j'ai 64 ans. Bon, honnêtement, j'ai pas envie de faire de politique, j'ai pas envie de faire de carrière, j'ai un métier, je gagne de l'argent. Pour quelle raison? Donc, mais on s'aperçoit qu'en fait, quand on décortique un petit peu tous les gens qui sont à la tête à l'heure actuelle, en fait, ou ils veulent briller, comme disait Françoise, et eux veulent briller parce qu'ils n'existent pas dans la vie, donc il faut un moment qu'ils brillent quelque part, et tout simplement, ou alors faire carrière. Ça, c'est aussi autre chose. Pour juste reprendre ce que tu dis, ce qu'on a un peu comme projet aussi, c'est de créer une fédération d'associations citoyennes engagées contre la corruption. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des associations comme celle de Marcel Claude et d'autres, et puis très localement, en Bretagne, il y a une toute petite association qui a le même objet que le vôtre. Et c'est pourquoi moi je pense vraiment, pour avoir vu comment ça dysfonctionnait, que le fait qu'il y ait plusieurs associations locales qui travaillent leur terrain, parce que c'est très long de comprendre ce qui se passe sur un secteur, sur un département, déjà un grand département, il y a beaucoup de communes qui peuvent faire des tas de bêtises. Donc je pense qu'effectivement, finalement, la juxtaposition d'associations très motivées, locales, qui sont engagées, qui connaissent bien leur terrain et qui peuvent ensuite se fédérer ou en tout cas avoir des actions conjointes, sera peut-être plus efficace. Ça ne sera pas forcément efficace en termes de rayonnement national, mais ça sera plus efficace contre la corruption. Parce que je suis intimement persuadée, si vous voulez, qu'on n'arrive pas à l'affaire Cahuzac, on ne serait pas arrivé à l'affaire Cahuzac, si M. Cahuzac, d'abord maire et élu local, n'avait probablement pas senti qu'il pouvait faire à peu près ce qu'il voulait. Et je crois vraiment beaucoup, moi, que si on n'arrête pas les gens au début, dans leur petite dérive locale et dans leur petit début de carrière, il ne faut pas s'étonner qu'à la fin, il n'ait plus aucun sens de ce qu'est l'intérêt privé, l'intérêt général, la prise d'intérêt, les conflits, etc. Voilà. Donc moi, je crois que si on veut que la lutte contre la corruption soit efficace, certes, il y a des actions importantes au niveau national, mais il faut aussi assainir sérieusement le terrain local. Et là, il n'y a que les associations ancrées qui peuvent se permettre de faire un véritable. Pour répondre complètement à la question qui est posée, dans le dossier qui est le dossier de presse qui est diffusé, il n'y a rien que nous n'écrivions
que nous ne puissions prouver, y compris devant des tribunaux si c'est nécessaire. Mais il y a aussi des choses qui ne sont pas dans le dossier, d'autres éléments, d'autres points que nous ne sortons pas et que nous avons. Et s'il le faut, si on nous y contraint, on les sortira. Il y a aussi des félicitations, des lettres de félicitations, des mails de félicitations. Parce qu'il faut comprendre que Paris fait un travail remarquable sur un certain nombre de dossiers, et nous l'avons toujours souligné, que ce soit les plaintes qui sont déposées, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui se fait à Paris, mais le fonctionnement vertical de l'association n'est pas compatible avec la réalité territoriale, parce que les groupes locaux ont des compétences, ils ont une connaissance du dossier. Un dossier comme la ville de Marseille, par exemple, c'est un dossier sur lequel on a travaillé un an, à une dizaine, secrètement, avec des magistrats, oui, des magistrats du siège qui travaillent avec nous, qui ne nous disent pas leur nom, bien évidemment, on ne va pas vous le dire, mais on a des sources comme ça, parce qu'ils nous connaissent, ils savent qu'on est sérieux, ils savent qu'on va investir, ils nous passent des informations. On travaille avec la Chambre régionale des comptes, on a fait des journées de travail avec eux, et c'est comme ça qu'on a monté en un an et demi, un dossier comme ça sur Marseille, et qu'il y a une plainte aujourd'hui déposée contre Godin, et avec des qualifications pénales que nous avons faites. Ça ne peut pas se faire au plan national, parce que c'est lié à la nature de la proximité que nous avons et de la confiance quand le président de la Chambre régionale des comptes, les parquets, parce qu'on les rencontre, les procureurs, on se dit des choses, ils nous disent des choses. Il y a des dossiers qui nous sont passés par la Chambre régionale des comptes et on lance les investigations. Donc le territoire, il a son intérêt, les groupes locaux ont leur intérêt. Il faut leur laisser de l'autonomie plus que jamais. Et là, je pense qu'il y a c'est l'association qui se trompe après. Elle n'a pas la vision de ce qu'est le territoire. Donc j'ai été à Paris, j'ai travaillé longtemps à Paris, et j'ai fait partie de ceux qui pensaient que, sortis des 3 grands arrondissements parisiens, le reste, ça n'avait aucun intérêt. Ben, c'est faux. C'est la réalité territoriale, c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens, il y a des compétences de très très haut niveau dans toutes les régions, dans tous les départements, et qu'il faut les laisser vivre. Voilà. Qui d'autre va intervenir? Max. Oui, il y a l'axe que vous venez de décliner, qui est l'axe de lanceur d'alerte, etc. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une association comme Ethiopol, Anticor ou d'autres dans d'autres régions pourrait aussi travailler je crois beaucoup, en amont, avec les lycées, les profs, les facs, pour mettre en avant la lutte anticorruption? Pour revenir un peu sur Ethiopol, ce qui nous tient également nous à cœur, donc c'est la formation et l'information, mais aussi un aspect de formation et d'information en direction des élus et des fonctionnaires. Alors, je suis d'accord, bien entendu, hein, tout ce qu'a dit André, tout ce que tu as dit, mais enfin, les fonctionnaires, c'est eux qui sont en première ligne dans la corruption. Et ils n'ont pas forcément et l'information, le fameux article 40 du code de procédure pénale qui leur permet de dénoncer des actes, etc. Ils n'ont pas forcément le courage, le mot ne j'aime pas beaucoup parce que les fonctionnaires sont courageux, quoi qu'on en dise, mais en tous les cas, il y a un vrai travail à faire avec les fonctionnaires, avec le devoir de réserve, etc., qui ne fait pas partie de la loi au passage, mais ça on l'explique. Et il y a une complexité administrative qui est un vrai barrage pour les élus, pour les fonctionnaires et pour nous les citoyens. Mon nom est Claire Benoît, donc j'ai été avocate pour Anticor, donc je travaillais avec ce groupe GL13. Il s'agissait de travailler les dossiers, de les construire et ensuite de constituer une plainte en ce qui me concerne, de la soumettre. De la soumettre, j'allais lui dire prête à l'emploi sans prétention, mais c'est-à-dire construite et appuyée par les pièces. Et il s'agissait donc ensuite d'avoir le feu vert et d'être autorisé à déposer cette plainte. Moi, ce que j'ai pu constater quand même avec des conséquences très importantes, me semble-t-il, c'est que quand bien même les dossiers étaient prêts, étaient remis à différentes étapes, c'est-à-dire soit on n'avait pas le feu vert, soit on l'avait et puis on l'avait en théorie et puis ensuite plus signe de vie, soit la plainte avait pu être déposée, l'enquête dure, ça traîne, ça dure des mois, etc. Il n'y a pas de relance avec Anticor pour relancer, il n'y a plus de communication possible. C'est-à-dire qu'en fait, par le fonctionnement actuel, ou pour des histoires d'intérêt, je
m'interroge, porté aux dossiers locaux ou de désintérêt porté en réalité aux dossiers locaux, et donc par une sélection, c'est une hypothèse, d'anticorps à l'échelle nationale, une sélection des dossiers parisiens, m'interroge aussi, réels. Il y a quand même, sur le plan local, des dossiers qui sont en dormance, en souffrance, des personnes qui sont en attente d'un appui auquel ils ont cru et qui n'ont pas, qui sont en grande difficulté. Moi, je me souviens de la journée portes ouvertes où Lise Van Beneden s'était déplacée, où il y avait des témoins dans certains dossiers qui faisaient un appel en disant « Écoutez, je ne comprends pas, j'ai remis un dossier, qu'est-ce qui se passe? En attendant, j'ai des pressions qui sont très fortes, j'attendais l'anticorps » qui interrogeait la présidente directement et qui disait « Attention, moi je suis en danger, je suis exposée, je me suis remise à vous et je suis en danger. » Et moi, ce qui me frappe avec ma petite expérience, c'est que quand même, les dossiers, ils sont là, ils sont en attente, ils sont remis et il n'y a rien. Moi, je vois qu'il n'y a pas de retour, mais quand même, encore une fois, on a le feu vert, donc on ne nous dit pas, il y a un mauvais travail, c'est pas sérieux, etc. Moi j'ai des retours positifs, c'est ok, on valide. Et rien ne se passe. Donc il y a quand même un enjeu très important, là encore une fois, dans le fonctionnement, dans la structuration d'anticorps, dans la mauvaise volonté finalement. Est-ce que ce qu'on appelle les dossiers locaux, c'est quoi en fait? C'est tous les dossiers qui touchent la France entière, parce que c'est des groupes départementaux, c'est pas les 13. La question qui se pose, c'est que si tous les départements sont concernés par un désintérêt pour des dossiers dits locaux, en fait, c'est les élus locaux, là. C'est la corruption à l'échelle locale qui est concernée. C'est pareil. Donc il y a un véritable enjeu, il y a un véritable dysfonctionnement. Alors là, c'est le côté effectivement critique. Alors s'il faut des associations, effectivement, à cette échelle pour prendre le relais, ok. Enfin, là, dans moi, la critique que j'ai mis, il y a des conséquences qui sont très lourdes, en fait, qui sont très importantes. Et c'est un point... Parce que moi, je vois une défaillance d'anticorps qui a des conséquences qui sont très importantes sur le plan démocratique et sur le plan des lanceurs d'alerte quand même qui s'exposent, qui font confiance et qui n'ont pas de retour. Et là, franchement, le 13, il est sous tutelle, il est en attente, mais il y a des dizaines de personnes qui attendent depuis des mois que leur dossier soit pris en charge, qui sont aux abois.